je vais introduire les panélistes de ce matin. Je vais commencer par Dr Finda Bayo. Madame Finda Bayo, elle est géographe, elle est chercheuse sénégalaise au Bureau d'analyse macroéconomique, donc une de mes collaboratrices. Elle est spécialisée sur les questions de gestion de l'eau dans les systèmes agricoles. Elle a soutenu une thèse sur la construction d'innovations pour une utilisation rationnelle de l'eau du fleuve Sénégal. Finda combine plusieurs outils, donc les systèmes d'information géographique, des approches participatives, mais l'analyse également des systèmes agricoles au travers de plusieurs outils analytiques. Elle a une expérience solide dans la conception, la coordination et la mise en œuvre de projets de recherche-action. Elle travaille beaucoup sur l'accompagnement des communautés dans la promotion de solutions locales au développement et elle s'intéresse particulièrement à tout ce qui est approche de capitalisation, de mise à l'échelle et de plaidoyer afin d'influencer les politiques publiques. Donc merci Finda et bienvenue dans ce panel. Ensuite, on aura Dr Oumoul Khairi Koulibaly. Elle a besoin d'aide, c'est ça? Ça va. Un tout petit peu, oui. Donc Oumoul, elle sort de convalescence, mais elle a... Désolée. Ouais. Le sujet d'aujourd'hui l'intéresse beaucoup. Donc elle est sortie de son lit ce matin pour venir participer à ce panel. Donc, docteur Oumoul Khairi Koulibaly est également titulaire d'un doctorat de socio-anthropologie. Donc, Oumoul Khairi, nous étions rencontrés à Toulouse, toutes les deux étudiantes. Donc, elle a soutenu sa thèse. Elle est maîtresse de conférence titulaire à l'École supérieure d'économie appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop et experte genre, inclusion sociale, autonomisation des femmes et migration. Elle enseigne et conduit des projets de recherche-action qui portent sur la dimension socio-anthropologique de la gestion foncière, en particulier sur les droits fonciers des femmes et leur participation à la gouvernance foncière. Donc, vous comprenez pourquoi elle est là ce matin. Ensuite, on a Dr Geneviève John. Donc, Geneviève également, elle est sociologue du développement. Elle est chercheure à l'Institut sénégalais de recherche agricole, au BAM précisément. Donc, ses travaux portent sur les dynamiques de genre dans l'agriculture, les systèmes alimentaires territoriaux et la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. Geneviève s'intéresse particulièrement aux rapports sociaux dans les territoires, notamment autour de l'entrepreneuriat féminin, les savoirs locaux, la gouvernance des systèmes alimentaires. Donc, merci Geneviève, elle également, de se joindre à nous ce matin. Merci. Et enfin, j'ai Maïmouna Ndour. Alors, Maïmouna, elle va nous rejoindre. Elle est socio-économiste rurale et de formation. Elle travaille comme chargée de projet au sein de Enda Prona. Je pense que vous connaissez Enda Prona, donc, qui est une des branches de Enda Tiers-Monde. Elle a une expérience solide dans la conception, la coordination et la mise en œuvre de projets de développement rural au Sénégal liés à la gouvernance des ressources naturelles, au système alimentaire durable et à la résilience des communautés rurales. Maïmouna travaille aussi sur l'accompagnement des communautés dans la promotion de solutions locales. Elle s'intéresse particulièrement à tout ce qui est mise à l'échelle et plaidoyer. On sait le rôle que joue ENDA aujourd'hui sur le plaidoyer national, que ce soit sur les politiques énergétiques, les politiques alimentaires et la transition agroécologique. Donc, merci Maïmouna. Elle remplace au pied levé Absa Mbouch, qui devait être là avec nous ce matin, mais Absa est prise par l'organisation des JAE et on vous invite déjà. Donc, les JAE, c'est les journées de la transition agroécologique qui vont se tenir la dernière semaine d'avril. Alors, pour démarrer ce panel, donc, elle va être organisée autour de, globalement, 3 grandes questions. C'est des questions qui vont être spécifiquement orientées selon la panéliste. Mais pour démarrer, je pose la même question aux 4 panélistes. Un
On dit souvent qu'octroyer les mêmes ressources. Je commence par mon constat de tout à l'heure. Qu'octroyer les mêmes ressources aux femmes qu'aux hommes augmenterait la production agricole de façon spectaculaire. C'est ce qui est dit, que ce soit sur les recherches en élevage, etc. Si vous aviez une baguette magique, donc vous quatre, pour agir sur un seul facteur, que ce soit l'accès à l'eau productive, l'accès à la terre, le pouvoir de décision dans les instances, la reconnaissance sociale du travail des femmes, lequel choisiriez-vous pour transformer durablement l'agriculture sénégalaise? Donc, Finda. D'accord, merci Assou. Et je réitère en remerciant en tout cas les organisateurs à nous inviter à ce panel, à discuter en tout cas d'une thématique qui nous passionne tous. Donc, pour répondre un peu à ta question, si devais agir en tout cas sur un levier, je choisirais le pouvoir de décision des femmes dans les instances de gouvernance des ressources, et en particulier celles qui organisent l'accès à la terre et à l'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement dans les systèmes agricoles sénégalais, les infrastructures, les systèmes agricoles sont configurés en tout cas ou structurés par des institutions, des normes sociales, des hiérarchies territoriales. Et les femmes contribuent de façon significative dans la production agricole. Elles sont présentes aussi dans l'usage de l'eau, mais elles sont quasiment absentes dans les espaces où les décisions d'allocation de ces ressources se prennent. Et moi, en tant que géographe qui questionne un peu les questions de gouvernance de l'eau, j'ai constaté que la distribution de l'eau, elle n'est pas seulement technique, mais elle est aussi politique et territoriale. Et dans ce cas-là, faire participer ces femmes-là dans ces instances de décision, pas seulement symboliques, mais décisionnelles, permet en tout cas de garantir une transformation de l'agriculture de façon durable, en permettant à ces femmes-là d'avoir plus accès à ces ressources productives, notamment l'eau et la terre, mais aussi de leur permettre d'avoir un accès qui est assez élargi dans les systèmes de production, un accès élargi dans les facteurs de production. La configuration, en tout cas, de nos systèmes voit qu'elles sont moins présentes dans ces instances de décision-là. Et on constate également que dans ces instances de décision, si ces acteurs-là ne sont pas présents là où les décisions se prennent, ça influence un peu les décisions d'aménagement, les décisions d'infrastructure qui doivent être mises en place. Et donc, c'est sur ce levier-là qui me paraît assez important que je vais agir, en tout cas, pour améliorer cette situation qui se pose de façon quotidienne, de façon continue, dans les systèmes agricoles sénégalais. Merci, Kinda. Je me tourne vers Oumou Khairi, donc pour toujours la même question. Est-ce que j'ai besoin de la répéter? Non. Non, je pense que c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci, je vais commencer par remercier mon cher Adi qui m'a poussé un peu à pousser, en tout cas qui m'a proposé de participer à ce panel-là. J'ai hésité au début parce que Dieu sait que ça n'a pas été facile ces temps-ci, mais je me suis dit que la question est tellement importante qu'il faudrait peut-être que je me fasse violence pour sortir, parce que tout ça, là, voilà, c'est un apprentissage aussi pour moi, et notamment les difficultés de mobilité que j'ai ces temps-ci. Mais voilà, donc merci à Adi, merci aussi à Astou, et merci à tout le monde. Donc moi je dirais, peut-être là c'est la sociologue qui parle, pour moi c'est la reconnaissance sociale du travail des femmes. Parce que la reconnaissance sociale du travail des femmes permet en fait l'accès équitable à la terre, parce que ça favorise l'accès aux ressources en levant les freins que nous connaissons, qui freinent l'accès des femmes aux ressources, notamment la terre, l'eau, l'accès aux instances décisionnelles, etc. La reconnaissance sociale aussi permet la valorisation de ce qu'on appelle le travail invisible. Parce que, Assou l'a dit tout à l'heure, les femmes jouent un rôle important dans l'agriculture, mais elles sont souvent considérées comme étant une main-d'œuvre familiale. Et donc, si on reconnaît le travail des femmes, donc, on valorise en tout cas leur travail, et donc ça permet de lever en tout cas les obstacles qui freinent leur accès aux ressources
nécessaires à cette activité-là. Mais aussi la reconnaissance, ça suppose qu'il y a une transformation des normes de genre. Parce que si on reconnaît le travail des femmes, ça suppose que les femmes sont considérées comme étant des productrices et non pas uniquement une main-d'œuvre familiale. Et donc, ce qui veut dire que la perception, en tout cas sexiste, qu'on a de ces répartitions des rôles de genre, qui aussi fondent les possibilités ou les opportunités d'accès aux ressources, seront en tout cas levées. Et donc, ce qui fait que pour moi, la reconnaissance sociale englobe tout le reste. Et si le travail des femmes est reconnu comme tel, on pourra régler en tout cas beaucoup de difficultés auxquelles elles sont confrontées. Voilà, merci beaucoup Astou. Merci beaucoup, donc ça se complète déjà, ça commence déjà. Donc, je me tourne vers Geneviève. Alors Geneviève, si tu avais une baguette magique, lequel des leviers choisirais-tu? Okay, merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Je me joins à mes copanélistes pour remercier professeur Adi et l'université Cheikh Anta Diop qui a initié en tout cas cette série de panels et pour la pertinence en tout cas des thèmes qui ont été choisis. Et remercier aussi Dr Astou Diao Camara qui a bien voulu nous associer à cette réflexion. Alors, pour répondre à la question, je sais que je risque peut-être de répéter une idée déjà partagée par Fida, mais je vais essayer de le dire avec mes propres mots et peut-être avec ma casquette de sociologue. Alors, si je devais appuyer sur un seul levier, ce serait sans hésiter le pouvoir de décision des femmes dans les instances agricoles, dans les instances territoriales. Pourquoi? Tout simplement parce que l'accès aux ressources n'est pas neutre. L'accès à l'eau, l'accès au capital, le financement, l'accès aux intrants, je pense que ces ressources sont distribuées selon des rapports de pouvoir. Et quand on regarde un peu, je pense que Dr Astou est revenu là-dessus lors de son introduction, dans beaucoup de territoires ruraux au Sénégal, on remarque que les femmes, en tout cas, occupent une place importante dans les exploitations agricoles. Elles sont déjà présentes dans les exploitations agricoles, mais malheureusement absentes des instances où se décide l'allocation des terres, l'accès aux infrastructures hydrauliques ou encore l'orientation des politiques publiques. Et pour revenir toujours à l'importance que ces femmes, en tout cas, occupent dans l'agriculture au Sénégal, déjà au niveau mondial, on voit que la FAO nous dit que les femmes constituent près de 50% de la main-d'œuvre agricole au niveau mondial. Et en Afrique subsaharienne, le pourcentage est entre 60 et 80%. Et au Sénégal, au-delà d'occuper, en tout cas de constituer cette main-d'œuvre, elles sont également centrales dans la production alimentaire. Mais comme je l'ai dit tantôt et comme on l'a observé depuis le début, elles sont absentes des instances où en tout cas se décident les règles du jeu agricole. Et pour revenir aussi sur cette absence, on voit que, en tout cas si on se réfère aux données de la Banque mondiale qui nous dit que dans de nombreux pays africains, y compris le Sénégal, moins de 15% des terres agricoles sont contrôlées par les femmes. Et pourtant, dans son introduction, Dr Astou Diao nous dit que 70% des personnes qui pratiquent l'agriculture au Sénégal sont des femmes. Donc on voit un peu le contraste. Et pour revenir encore à un constat qu'elle a fait et qui est important, c'est que cette même Banque mondiale nous dit que si les femmes avaient le même accès, mais pas que l'accès, le même accès et le même contrôle des ressources productives, les rendements pourraient augmenter de 20 à 30%. Donc vous voyez un peu en quoi le pouvoir de décision des femmes est essentiel. Et je pense que le problème aujourd'hui, ou en tout cas les défis, le principal défi qui se pose aux femmes dans l'agriculture, ce n'est pas qu'un problème de déficit de ressources, mais plutôt un problème de gouvernance, en fait, de participation à la gouvernance des ressources productives. Merci. Merci beaucoup Geneviève. Alors Maïmouna, lequel de ces leviers pour transformer durablement l'agriculture sénégalaise est centré sur les femmes? Merci beaucoup Astou. Je me joins aux remerciements de mes copanélistes
Et aussi, j'aimerais dire que c'est une occasion que vous me donnez de revenir à l'Université Cheikh Anta Diop, parce que c'est ici que j'ai eu mon master, tout près à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Et j'ai été très nostalgique quand je suis venue ce matin. Merci beaucoup et merci de m'avoir associée à cette réflexion. Je pense que nos réponses seront complémentaires parce que moi, j'agirai sur l'accès à l'eau productive. Pourquoi l'accès à l'eau productive? On va partir du général pour revenir dans le particulier. Si on considère les chiffres, par exemple, de l'ANSD, qui nous dit que 60% des producteurs, productrices dépendent de l'eau productive. Et que la campagne agricole, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est fortement tributaire des précipitations. Un autre chiffre donné par la FAO, c'est par rapport au potentiel de terre irrigable, qui nous dit que sur 365 000 hectares de terre, seuls 130 000 environ sont exploités par rapport au potentiel irrigable. Ce qui montre carrément la représentation de l'eau dans cette agriculture-là. Maintenant, parlant des femmes, elles pratiquent majoritairement souvent des parcelles, souvent éloignées des infrastructures, éloignées de l'accès à l'eau, mais qui parviennent à faire de gros résultats. Et cet éloignement représente des limites par rapport à leur capacité de produire, de gagner des main-d'œuvre, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire pour leur famille, au-delà des aspects macroéconomiques. Donc, je pense que j'agirai sur l'accès à l'eau productive en attendant que, au-delà de ce qui peut se régler sur l'aspect juridique, que l'aspect social puisse régler beaucoup de choses, à savoir les pouvoirs décisionnels et d'autres paramètres. Merci. Merci Maïmouna, le test est réussi. On a coché toutes les cases. Donc, tous les leviers pratiquement ont été actionnés par nos 4 panélistes pour que les femmes jouent le rôle qui est attendu d'elles, qu'elles peuvent mieux jouer dans plus de performances de l'agriculture sénégalaise. On va progresser maintenant de façon plus spécifique en fonction de vos profils. Je vais y aller avec Finda. Donc, je rappelle que Finda est géographe, expertise gestion de l'eau. En cohérence donc avec tous les constats sur la place et le rôle des femmes dans les exploitations agricoles. On sait, donc ça a été rappelé, juste par Maïmouna, quelles sont les utilisatrices de l'eau sans en être les gestionnaires. Ça également, Geneviève l'a rappelé. Donc l'accès aux ressources n'était pas neutre. Les femmes ne sont pas dans les instances de décision autour de l'accessibilité à certaines infrastructures. Donc, comment la géographie de l'eau au Sénégal reflète-t-elle ces inégalités de genre? Merci Assou. Alors, la géographie de l'eau, elle montre clairement ces inégalités de genre dans l'accès. Montre clairement, en tout cas, ces inégalités dans l'accès. Les micros ne marchent plus. Ah, il faut. Il arrive. C'est ici. Non, il a on déplace. Non, voilà, ça marche. C'est bon. Ok. Donc voilà, je disais tantôt que la géographie de l'eau, elle reflète clairement ces inégalités. Et ça peut être analysé à travers 3 dimensions. Donc l'accès à l'eau, le contrôle des infrastructures et la participation aux instances de décision. On sait tous que les femmes sont des utilisatrices majeures de l'eau, et surtout en milieu rural. Elles interviennent également dans plusieurs activités qui dépendent directement de l'eau, notamment l'agriculture, donc à travers le maraîchage, le jardinage et même la transformation agricole. Mais on constate que ces femmes-là, comme on vient de le dire, elles disposent les parcelles les plus petites et les moins sécurisées. Et ça, on constate déjà une géographie différenciée de l'accès à l'eau productive. Ces femmes-là, même si elles utilisent aussi de l'eau de façon quotidienne, elles ne contrôlent pas, en tout cas, les infrastructures qui la distribuent, c'est-à-dire les unions, les comités hydrauliques. Elles sont moins présentes dans ces instances-là.
Et souvent, c'est les gens qui participent à ces décisions qui ont un pouvoir d'influencer les infrastructures, la localisation des infrastructures et les aménagements à mettre en place. Et cela crée aussi une certaine géographie de l'eau qui montre que les femmes, elles sont présentes dans l'usage, mais marginales dans la gouvernance. Et donc, de façon globale, on peut dire que c'est une géographie de l'eau qui révèle en tout cas un paradoxe important, qui est que les femmes, elles sont au cœur de l'usage de l'eau, mais elles sont en périphérie des décisions qui organisent sa gestion et son accès. Merci beaucoup, belle conclusion. Au cœur de l'usage de l'eau, mais en périphérie de la gestion et du contrôle de cette ressource qui est capitale. Donc je rappelle que toutes les politiques publiques au Sénégal, en tout cas agricoles, ont mis la maîtrise de l'eau comme la dimension fondamentale. Donc dans tous les programmes de développement agricole, la maîtrise de l'eau est la dimension première. Donc pour réussir l'agriculture sénégalaise, nous avons besoin aujourd'hui de produire plus qu'on fait en hivernage et donc de maîtriser l'eau agricole pour pouvoir produire 12 mois sur 12. Ce pari-là, l'agriculture sénégalaise ne l'a pas encore réussi. Donc vous voyez la concurrence sur l'accès à l'eau qui prive encore une part importante de productrices de cette eau, là. Donc merci Filda pour cette réponse fournie par rapport à cette question. Donc je me tourne vers Oumoul Khairi, ça va être sur les questions, donc eau et terre sont très reliées. La terre donc en tant que foncier agricole. Donc cela fait plusieurs années que le combat pour l'accès à la terre des femmes constitue l'épine dorsale des luttes de plusieurs acteurs. Donc nous en sommes tous actrices sur ce chantier-là. Donc selon toi, qu'est-ce qui maintient le verrou foncier pour les femmes? Merci Astou pour cette question. Je pense que je ne vais pas être originale, mais nous savons que au Sénégal, nous avons quand même un cadre réglementaire qui est assez progressiste, même s'il y a beaucoup de limites. Hein. Et je pense que vous le savez mieux que moi, vous qui êtes dans le processus de revue de la LAOSP. Mais nous savons, en gros, en tout cas, que nous avons un cadre réglementaire qui est assez progressiste. Et que le problème, c'est le problème de l'accès des femmes à la terre, c'est un problème qui est avant tout socio-anthropologique. Nous savons que ce sont les normes de genre qui freinent l'accès des femmes à la terre. Et parmi, en tout cas, ces normes-là, ces normes qui guident, qui déterminent, ou bien qui limitent l'accès des femmes à la terre, ou bien qui déterminent la répartition des ressources, y compris les ressources foncières, nous avons au moins trois éléments. Nous avons d'abord la répartition des rôles de genre. J'en parlais tout à l'heure. La répartition des rôles de genre fait que l'homme est considéré comme le breadwinner, la femme est caregiver, donc la femme n'est pas prioritaire dans l'accès à la terre. Et ce fondement-là traditionnel continue encore aujourd'hui à en tout cas guider la répartition des droits fonciers. Donc on a les droits d'administration et les droits d'exploitation. On sait que les droits d'exploitation traditionnels, je veux dire, ici j'utilise droit au sens sociologique du terme et pas au sens juridique, la possibilité de faire usage. Et donc nous savons que les femmes, en tout cas, c'est tolérer les droits d'exploitation à condition qu'il y ait de la disponibilité. Ça, on l'a souvent entendu sur le terrain. Et les hommes n'ont pas de terre et vous nous parlez des droits fonciers des femmes. Donc, les femmes accèdent à la terre après les hommes. Donc, ça, c'est la répartition, en réalité, des rôles de genre. L'homme est considéré comme le pourvoyeur économique de la famille. Donc, il a la priorité sur les ressources et notamment cette ressource principale qui est la terre. Et il y a aussi, et c'est lié, il y a ce qu'on appelle le caractère patrimonial de la terre. Et ça revient très, très souvent sur le terrain. Quand nous menons nos enquêtes, on dit toujours, et on le connaît, la femme est une cible mobile, Jigen de Kulfen. Et donc, on ne peut pas prendre le risque de confier la gestion de la terre à quelqu'un qui va partir. Et donc, ce patrimoine-là risque de tomber dans les mains d'une autre famille, c'est-à-dire celle de son mari. Et un troisième principe aussi qui est très prégnant aujourd'hui encore, c'est ce qu'on appelle la triple identité de la femme.
la femme, toute sa vie, on considère qu'elle est à la charge de quelqu'un. Donc la femme, elle est d'abord fille de son père, sœur de son frère, épouse de son mari. Et on considère, et en discutant aujourd'hui encore les difficultés que les femmes divorcées, par exemple, ou veuves ont pour accéder à la terre, on considère que quand la femme est divorcée ou bien veuve, elle retourne chez son père ou chez son frère, et donc elle peut peut-être accéder à la terre là-bas, et ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc nous savons que ces facteurs traditionnels continuent encore aujourd'hui à déterminer ces droits-là, et notamment les droits d'administration, parce que les droits d'exploitation, tant que ça existe, c'est disponible, on donne aux femmes, mais on donne généralement, tout à l'heure, Finda en parlait, on l'a vu dans le Delta avec le programme Guana qu'on a donné aux femmes, et dans des parcelles où on a les hommes qui sont plus proches. Les terres des hommes sont plus proches des installations hydrauliques. Et donc, nous savons que ces facteurs-là continuent encore aujourd'hui à guider, en tout cas, la répartition des ressources, sachant aujourd'hui encore que la terre est avant tout répartie au sein de la famille. C'est la famille qui répartit encore la terre malgré l'existence de la loi moderne. Voilà, donc pour ne pas être trop longue, Astou, je vous redonne la parole. C'est tellement bien de t'entendre développer. Effectivement, le verrou, il est bien serré. Oui. Le verrou le verrou, il est bien serré par comme tu as dit, des normes de genre qui limitent l'accès des femmes au foncier. Je me tourne vers Geneviève. Alors, la sociologie considère le caractère socialement construit, donc ça rejoint ce que vient de dire Oumou, construit des inégalités de genre. L'équilibrage du rapport de force entre les positions semble plus délicat en milieu agricole et rural que dans d'autres situations où d'autres facteurs émancipateurs, donc voilà, sont accessibles aux femmes. Je donne l'éducation, etc. Quand on regarde le milieu rural, le milieu urbain, il y a plus de difficultés en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc, de ton expérience, quelles évolutions sont déjà engagées pour et par les femmes rurales agricultrices? La question est vraiment longue. Ouais. Mais en fait, j'ai amené le sujet un peu là pour centrer sur les femmes agricultrices et rurales. Effectivement. Bon, comme vous le dites, la sociologie nous rappelle que les inégalités de genre sont socialement construites et historiquement reproduites. Ouais. Et dans les sociétés rurales, elles sont souvent renforcées par l'organisation des systèmes agraires, les normes sociales, mais également les régimes fonciers, comme vient de l'évoquer Dr Oumoul Haïvi. Mais je pense aussi qu'il serait très réducteur de voir les femmes qu'à travers le prisme de la contrainte. Sur le terrain, on observe des dynamiques de transformation très importantes portées par les femmes elles-mêmes. Et cela se voit déjà à travers la montée de l'entrepreneuriat agricole féminin. Quand on sillonne le pays, je pense qu'on n'a même pas besoin d'entrer dans le Sénégal des profondeurs pour voir des femmes qui s'activent autour des activités maraîchères, autour de la transformation agroalimentaire, autour également des circuits de commercialisation locale. Et ces activités leur permettent déjà de générer des fonds propres, et cela a déjà contribué à modifier les rapports économiques au sein des ménages et des communautés. Et au-delà de cet entrepreneuriat agricole aussi, on a une structuration collective très croissante qui est là. Les femmes, de plus en plus, se retrouvent autour de groupements de production, se retrouvent dans des coopératives agricoles, se retrouvent dans des réseaux d'organisations paysannes. Et ces espaces sont progressivement des lieux de négociation, mais des lieux de visibilité sociale également. Et on a un exemple très intéressant qui est le mouvement ouest-africain Nous sommes la solution. C'est un mouvement qui réunit des dizaines de milliers de femmes autour de l'agroécologie, de la souveraineté alimentaire et des droits fonciers. Et comme je l'ai dit tantôt, ces espaces permettent en tout cas aux femmes de gagner en termes de visibilité, mais également des lieux où elles négocient l'accès, mais surtout le contrôle. J'insiste beaucoup sur le contrôle des ressources,
Parce que comme je l'ai dit tantôt, le défi principal, c'est plus d'accéder, mais c'est de pouvoir contrôler durablement. Et au-delà aussi de cette structuration, il y a aussi le rôle, en tout cas important dans la transition agroécologique. Aujourd'hui, comme on le voit dans le monde rural sénégalais, les femmes, en tout cas, jouent un rôle central dans, par exemple, la diversification des cultures, la conservation des semences locales, les pratiques en fait, alimentaires également, la transmission intergénérationnelle aussi de ces pratiques-là, la gestion de la biodiversité cultivée, les connaissances aussi qu'elles ont pu accumuler autour des plantes, autour des cycles, mais surtout la gestion des ressources naturelles. Donc on voit ce rôle important qu'elles jouent. Et comme je disais tantôt, c'est important aujourd'hui que l'on n'analyse pas les femmes comme étant des victimes. Oui, d'une part, elles sont peut-être lésées en termes de contrôle des ressources, mais d'une autre part aussi, on remarque des dynamiques de transformation importantes qui sont tenues par ces femmes-là. Donc, elles ne sont pas que des actrices, en tout cas passives ou bénéficiaires des politiques agricoles qui attendent tout, mais elles sont des actrices politiques de ces systèmes alimentaires qui innovent au quotidien. Merci. Merci Geneviève. Heureusement que les femmes ne sont pas limitées par tous ces obstacles-là. Heureusement que des transformations sont en cours. Toutes ces évolutions-là, effectivement, sont notées partout sur les terrains que nous investissons au travers d'enquêtes. Et heureusement, on peut se réjouir que malgré les contraintes et les obstacles qui sont énormes, les femmes sont entreprenantes. Donc, elle vient de bien le dire. Donc, je pense qu'il y a pas mal de travaux là-dessus, assez sectoriels, circonscrits et qui ne permettent pas de regarder toutes les évolutions. Donc, merci. On a fait exprès de lui poser cette question-là pour que le débat ne soit pas autour de ce qui ne marche pas. Je voulais juste ajouter peut-être une indication pour ceux que ça intéresserait. Si on jette un peu un coup d'œil sur la littérature scientifique sur la question dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est une littérature qui insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que quand on parle de conservation des variétés locales de riz, c'est principalement les femmes qui sont là. Quand on parle des jardins maraîchers dans la vallée du fleuve Sénégal aussi, c'est les femmes qui s'en occupent. Mais quand on parle aussi de cette transmission intergénérationnelle des pratiques, donc il y a toute une littérature autour de ça qui a permis en tout cas de documenter scientifiquement ce rôle important des femmes, mais surtout les innovations en tout cas qu'elles apportent au quotidien, mais qui malheureusement sont invisibilisées. Ouais. Et heureusement, le ministre actuel, secrétaire d'État de l'encadrement paysan au niveau du ministère de l'Agriculture, Dr Alpha Ba, a fait un travail remarquable sur ce sujet. Donc les femmes gardiennes des savoirs, notamment sur le sujet des semences. Un travail similaire a également été fait, je pense, au niveau du BAMB, à notre collègue Fatou, Frédéric. Et dans l'agriculture, les femmes gardent les semences. Et la semence, c'est comment dire, c'est le facteur le plus important quand on est en agriculture. Alors, Maïmouna, de Enda Prona. Donc, Maïmouna, on travaille beaucoup ensemble. Maïmouna, elle est pratiquement comme nous, chercheurs. Elle est tout le temps sur le terrain. Enda a beaucoup d'expérience et accompagne beaucoup. On a vu la vidéo que vous avez faite le 8 mars. Elle est excellente. Donc, félicitations pour ça. Donc, on connaît l'engagement de Enda et ton engagement sur ce sujet-là de l'autonomisation des femmes. Sur ces questions de justice sociale. Donc, comment faire pour que l'agriculture soit un véritable outil d'émancipation? J'avais dit économique, mais émancipation plurielle. Merci. Merci Astou. L'émancipation économique à travers l'agriculture est une question très importante selon moi. Et surtout pour le Sénégal, un pays où l'agriculture fait vivre la majeure partie de la population. Vous l'avez dit, mon expérience de terrain et cette occasion que j'ai eue d'avoir côtoyé le monde rural m'ont permis de remarquer qu'il y avait carrément des inégalités partout. Et surtout quand on considère la justice sociale, on remarque les inégalités sur le plan économique, sur le plan l'accès à leurs droits, mais aussi sur l'accès aux ressources pour vivre dignement.
Ça m'a permis aussi de remarquer que les femmes et les jeunes acteurs marginalisés étaient plus vulnérables par rapport à cet accès de ressources-là. Et c'est pour cette raison qu'au sein de Endapronat, on essaye de prendre en compte les questions de genre, les questions de justice sociale, qui sont les questions transversales dans tous nos projets qui sont mis en œuvre dans nos zones d'intervention. Et les femmes ne sont pas seulement des agricultrices. Il y a une autre réalité derrière, les charges de travail. Cet temps alloué, par exemple, en monde rural, à l'accès à l'eau, qui leur empêche parfois d'avoir accès aux instances de décision, mais aussi d'avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes. Et du coup, au-delà d'être agricultrices, elles sont aussi du moins des acteurs clés de l'agriculture. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois, dans nos politiques et principes d'action d'Endapronat, on essaye de prendre en compte cela. Et aussi, en termes de plaidoyer, vous l'avez dit, on essaye de prendre cette ressource à la base, ces données qu'on essaye de recruter pour pouvoir créer ce plaidoyer-là au niveau national et pour que leurs préoccupations puissent être prises en compte dans les politiques de développement, mais aussi dans les grandes instances de décision au niveau national aussi. Merci Maïmouna. Toujours, moi je suis fan de Endapronat et de la manière avec laquelle il travaille. En décembre, Endapronat a organisé un atelier, un séminaire résidentiel où un des thèmes fondamentaux était de travailler au sein de l'équipe d'Endapronat sur ces questions de genre. Donc au-delà même du thème du genre sur l'agriculture, etc. Donc comment travailler l'équipe d'Endapronat qui sont constitués de plus de jeunes hommes que de jeunes femmes sur cette question-là et c'était très intéressant. Donc on a eu un exercice très à la fois ludique mais instructif. Alors on va passer à un troisième tour de questions, c'est ça? Je me tourne vers Finda cette fois-ci. Alors, l'agriculture, je pense que si on est, pour ceux qui suivent en tout cas les débats sur l'agriculture au Sénégal et partout dans le monde, depuis plusieurs années, on a ce qu'on appelle la mise à l'agenda de l'agroécologie dans l'agriculture. Et qui dit ça, parce que le postulat, en tout cas aujourd'hui pour certains acteurs, est qu'on ne peut plus continuer à produire de façon productiviste. La démographie augmente, le changement climatique avec ses effets ne cesse de stresser les ressources et les capacités des communautés à faire face à cela. Aujourd'hui, on attend des agriculteurs qui produisent plus, mais mieux. Et donc, c'est la question de la transition agroécologique vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc, étant donné que les femmes constituent pratiquement une partie importante de la main-d'œuvre, mais également de celles qui produisent, qui transforment, qui consomment, qui préparent, ce débat ne peut pas se faire hors les femmes. Alors, Finda, quelle piste de solution structurante vois-tu? Comment aller au-delà des attentions minimalistes? Alors, je m'explique. Parce que souvent, dans les politiques, les programmes, on se satisfait de mettre en place une caisse avec. Je ne minimise pas vraiment ce qui est fait, mais c'est la microfinance, c'est les petits périmètres irrigués. Quand on arrive dans des villages, on voit un périmètre de moins d'1 hectare autour duquel on a 50 femmes. C'est comme si c'était juste pour les occuper ou bien... Voilà. Donc, au-delà de ça, de ces solutions-là, quelle piste structurante vois-tu? Merci Assou. Pour moi, le premier levier structurant concerne le foncier. Pourquoi? Parce que je vais plus parler sur cette question de gestion de l'eau parce que je travaille beaucoup plus sur cette question-là. Et l'accès à l'eau, elle est conditionnée par l'accès à la terre.
Donc l'accès, la disponibilité d'une terre, elle est très conditionnée sur ça. C'est pourquoi je considère comme levier structurant le foncier. Et parmi ces solutions, donc ce ne sera pas des solutions qui vont être nouvelles, mais j'expliquerai pourquoi j'ai voulu insister à des solutions qui, selon moi, existent déjà. Premièrement, c'est d'insister en tout cas sur d'intégrer plus de quotas pour ces femmes-là dans les aménagements hydro-agricoles. De formaliser leurs droits d'exploitation des aménagements hydro-agricoles, mais aussi d'inscrire, je sais que ça existe, mais d'encourager l'inscription de ces principes-là dans les politiques foncières locales et aussi dans les plans d'aménagement. Si on regarde sur le plan de la gouvernance, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà d'une simple participation des femmes dans les instances de décision. Il faut des quotas, et je précise, j'accentue le point dessus, c'est des quotas exhaustifs, parce que ça existe. Il y a des quotas qui sont là, mais elles sont souvent appliquées que par certains secteurs. Donc il faudrait que ça soit encouragé à ce que ces quotas-là soient effectifs dans tous les secteurs. L'autre point aussi que je voulais souligner, c'est sur le rôle de ces femmes-là, mais vraiment des rôles décisionnels dans ces instances de décision. Pas des rôles simples qu'on a l'habitude de figurants, mais que ce soit des rôles vraiment décisionnels. Et aussi de voir éventuellement comment renforcer des programmes de formation technique et institutionnelle de ces femmes-là sur ces questions de gestion de l'eau. L'autre point aussi que je voulais aborder est que les politiques hydrauliques privilégient souvent les grandes cultures, les grands périmètres irrigués, donc les cultures qui sont plus dominées par les hommes. Il faudrait ensuite, dans ce cas-là, repenser à développer des infrastructures qui vont être plus adaptées avec les cultures qui sont pratiquées par les femmes. Intégrer leurs activités dans les plans d'aménagement hydro-agricole, mais aussi faciliter leur accès à certaines infrastructures hydrauliques, telles que voilà, les infrastructures qui sont plus faciles à manier. Je suis tout à fait consciente que le genre est bien intégré dans la planification des politiques publiques de l'eau et de l'agriculture. Mais il faut reconnaître que la traduction concrète de ces principes-là ne sont pas effectives. La traduction concrète donc, de ces principes dans les gouvernances et dans les projets liés à l'eau sont encore des chantiers qui sont en cours et qui doivent être retravaillés. Donc je m'explique le pourquoi j'ai voulu insister par certains points. Je reconnais que c'est des solutions, certaines de ces solutions existent, mais il faut reconnaître quand même que c'est des solutions qui sont encore ponctuelles et qui dépendent beaucoup des programmes de développement et des ONG. Et leur intégration dans les politiques publiques des aménagements hydro-agricoles à grande échelle sont encore à repenser. Merci. Merci Kinda. Effectivement, on n'a pas besoin d'être innovant sur cette question-là parce que le combat continue, parce que ces pistes, ces solutions-là, moi j'aime pas le mot solution, mais en tout cas, ne sont pas appliquées. Et c'est ça là, ce qui constitue. Donc à chaque fois qu'on revient sur le terrain, qu'on fait un diagnostic, on retombe sur le même constat. Donc effectivement, on ne peut pas imaginer de nouvelles choses. Donc effectivement, on est assez d'accord, je pense, avec ton propos. Alors je reviens sur le risque de l'éviction par le succès, on l'a évoqué en début de panel. Sur le foncier, c'est très, en tout cas, remarqué. Nous qui faisons des enquêtes souvent et du travail sur le foncier, ce qu'on remarque, quand les femmes dans une communauté demandent du foncier, on leur octroie en général les terres les moins fertiles, les plus dégradées. Elles s'en occupent. Elles travaillent cette terre-là avec soin. Quand cette terre devient fertile, elle est récupérée par les hommes. On a le même constat sur le lait, sur tous les. Dès que ça devient attractif, voilà, ça attire les hommes. Alors là, Oumou, la question que je vais te poser, c'est comment les mécanismes de sécurisation foncière actuels peuvent-ils sécuriser les femmes de cet effet d'éviction? Merci Assou. Vous avez tellement raison. Je pense que c'est une situation que nous avons souvent rencontrée sur le terrain. Moi, ça me rappelle un cas que nous avons vu, par exemple, ça existe partout, hein, mais en tout cas un cas particulier dans la commune de Toubacouta, où on a mis en œuvre
un projet de recherche-action, en fait. C'était un projet piloté par un projet de l'IPAR que j'ai piloté avec le soutien financier du CRDI. Et les mécanismes que je vais proposer ici sont des mécanismes que nous avons, en tout cas, essayé de tester. D'abord, qu'on a évalué, parce que je pense que ça aussi, c'est tellement important. Ça rejoint ce que disait aussi un peu Geneviève par rapport à cette résilience des femmes, cette agentivité des femmes qu'on oublie souvent, mais malheureusement qui sont confrontées à des normes, à des mécanismes ou bien à des situations qui freinent malheureusement leurs initiatives. Et moi, je pense que en tout cas pour éviter cette éviction-là et donc favoriser la sécurisation, il y a plusieurs leviers mécanismes qui sont testés. L'approche par les droits, je ne suis pas juriste et je sais que je ne suis pas tendre avec mes collègues juristes, mais je pense que l'approche par les droits humains sur la question foncière est quand même une approche très pertinente. Maintenant, à voir après sur le terrain, ce que je dis toujours aux collègues juristes, et ça me rappelle cette phrase-là qu'une dame nous avait dite, vous nous avez appris la loi, donc nos droits. Nous savons que ce n'est pas la loi qui nous interdit d'accéder à la terre. Nous savons aussi que ce n'est pas la religion. Apprenez-nous à négocier avec nos communautés. Et ce que je dis, c'est déjà, il y a la méconnaissance. Et je me rappelle aussi un chef de village qui nous avait dit, quand on présente la loi sur le domaine national, qui nous dit, les filles Macky Sall bëgg a andi d'accord ici. Ce que Macky Sall va, alors que c'est la loi sur le domaine national pour dire aussi comme les populations ignorent beaucoup de choses sur la législation existante, y compris et surtout les femmes. Et donc l'approche pour moi par les droits humains, c'est quelque chose qui peut marcher. Il y a un autre mécanisme dont parlait tout à l'heure Finda, c'est aussi le système de quotas que nous avons aussi évalué dans le cadre de ce projet-là. Et malheureusement, à l'époque, je me rappelle, c'est la pandémie qui nous avait un peu freiné, mais on avait commencé à travailler avec les parlementaires, mais aussi avec le Haut Conseil des collectivités, avec l'appui de ONU Femmes, mais aussi toujours avec l'IPAR et le CRDI, voir comment formaliser le quota. Parce que le quota, en fait, c'est une disposition institutionnelle qui existe. Parce que nous avons la circulaire de l'ancien Mayer de 2018 qui consacre le quota dans tous les domaines de l'agriculture, y compris la recherche. Donc, un quota qui va de 10 à 30%, mais qui non seulement n'est pas appliqué et souvent méconnu. Donc, je pense que l'application et surtout la formalisation de ce 10%-là, souvent brandi par la SAED, par exemple, dans les aménagements. Mais nous avons aussi la déclaration de l'Union africaine sur les 30% des terres déclarées qui demandent d'octroyer 30% des terres octroyées aux femmes. Et donc, nous avons des leviers pour aller vers la formalisation de ce dispositif-là qu'on appelle des mesures spéciales temporaires promues par la CEDEF, mais aussi le protocole de Maputo. Maintenant, j'ai beaucoup aussi de réserves par rapport au quota. Parce que l'évaluation que nous avons menée sur le terrain nous a montré que, par exemple, je sais que ça m'a valu beaucoup de critiques de la part des leaders de la vallée et la SAED. Très souvent, là où on déclare les 10%, il nous est arrivé de voir à peine 2%, alors qu'on déclare 10%. Et quand les 10% sont atteints, généralement, ce sont les femmes leaders qui en bénéficient. Et ça, je pense que c'est une question que nous évitons et aussi qu'on me reproche très souvent, et que les gens trouvent que parler des dynamiques de pouvoir entre femmes, c'est invisibiliser leurs problèmes. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que j'ai dans un article justement sur cette question-là, l'accès aux fonciers irrigués, je montre comment justement ces dynamiques de pouvoir entre femmes
crée une exclusion de la majorité des femmes sur des terres octroyées aux femmes depuis plus de 20 ans et qui sont exploitées par les mêmes femmes, les présidentes et leurs familles. Et donc, qui exclut les autres. Et donc, d'où la nécessité d'avoir une approche intersectionnelle aussi quand on travaille sur ces questions-là. Et je pense que dire qu'il y a ces dynamiques de pouvoir ne veut pas dire être insensible aux inégalités. Et d'ailleurs, dans cet article, je démontre, enfin, en tout cas, j'essaie de démontrer comment aussi ces dynamiques de pouvoir constituent en fait des conséquences des inégalités. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en parlait. Cette concurrence-là, les femmes sont obligées d'être en concurrence parce que la ressource, elle est rare, elle est très limitée, et donc elles sont obligées d'être en concurrence, et ce qui fait que, en tout cas, les leaders exploitent ces terres-là au détriment de la masse. Il y a aussi un autre levier qui est beaucoup utilisé, peut-être je vais essayer d'aller vite, qui est beaucoup utilisé, je ne dis pas non, mais aussi avec beaucoup de réserve, c'est l'accès collectif. Moi, je considère qu'en tout cas, ce que j'ai vu souvent sur le terrain, l'accès collectif est une double discrimination pour les femmes. On va prendre 100 femmes pour leur donner 3 hectares. Déjà, pour moi, ça pose problème. Et surtout quand elles accèdent à ça, c'est comme pour le quota, elles sont enfermées dans ça. D'ailleurs, on avait fait, je pense que c'était à l'occasion du mois de mars, d'ailleurs, dans le cadre de ce projet, on avait fait une série de réflexions sur ces questions-là, et qui montrait, dans ce papier-là, il y a une section que j'avais appelée le quota, un seuil et non pas un plafond. Et on se rend compte que c'est exactement la même chose, le quota et l'accès collectif. Vous dites que les femmes n'ont pas terre, mais tel groupement le groupement, ça fait plus de 100 et 3 hectares maximum. Pour moi, c'est une double discrimination. Le quota, c'est aussi la même chose. Quand le quota est appliqué, le quota doit être un seuil. Souvent, pour les femmes, ça devient un plafond. Et donc, ça aussi, je pense qu'il faut une réflexion sur ces mécanismes-là qui sont très pertinents, mais je pense qu'ils nécessitent en tout cas une réflexion beaucoup plus approfondie. Donc, tout à l'heure, Finda parlait de la formation. Je pense que c'est très important, et l'information. Ça aussi, nos projets ont tendance, en tout cas de plus en plus, à utiliser ce levier-là. Mais il y a aussi un autre levier que nous avons testé. Ce sont ces mécanismes-là qui s'adossent à la loi, mais qui sont très proches des pratiques traditionnelles. Il y a par exemple la charte de bonne gouvernance sensible aux gens que nous avons initiée dans les Niayes, même si après c'est porté par la plateforme DV, mais c'était dans le cadre de ce projet-là qu'on l'avait initié, donc cette charte de bonne gouvernance sensible au genre. Il y a aussi, on a essayé en tout cas de pousser l'intercommunalité dans l'arrondissement de Ndiaye pour permettre aussi aux femmes qui sont dans des communes comme Ross Béthio où l'assiette est épuisée de pouvoir bénéficier peut-être de l'assiette d'une autre commune. Il y a aussi ce qu'on appelait les comités villageois paritaires. On n'a pas pu avoir la parité après, mais au moins, on a accepté qu'il y ait plus de jeunes et plus de femmes. Et ça, on l'a testé à Toubacouta et ça a vraiment marché. Et ces comités-là sont ouverts sur la commission domaniale. Quand la commission domaniale se déplace dans le village, ce comité-là est membre d'office. Donc voilà pas mal de mécanismes utilisés pour, en tout cas, favoriser cette sécurisation-là, parce que l'objectif, c'est qu'il y ait une acceptation sociale. Parce que c'est ça le problème. Tous ces mécanismes-là, l'objectif, c'est de favoriser l'acceptation sociale de la sécurisation, donc le contrôle. Le pouvoir décisionnel, c'est très important. Mais là aussi, comme d'habitude, je suis parfois très pessimiste, parce qu'on a aussi, dans le cadre de ce projet-là, évalué la place des femmes dans la gouvernance foncière. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que les femmes sont présentes que la gouvernance, elle est inclusive, elle prend en compte. Donc, il faut qu'il y ait un leadership plus transformationnel. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. Et tout cela nous amène aussi
aux approches transformatrices en genre que nous essayons en tout cas de pousser, d'aller au-delà de la sensibilité. La sensibilité, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille vers les approches plus transformatrices en genre pour en tout cas changer les choses. Désolée, j'ai été un peu longue, mais je suis très passionnée, donc voilà. Désolée. C'est très intéressant. Je pense qu'il faut rentrer en profondeur dans ces débats-là. Effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées. Je pense qu'on peut être optimiste. Oui. On peut être optimiste. Maintenant, c'est peut-être le pas de temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Le pas de temps du changement qui nécessite d'être... je ne sais pas, il faut regarder comment est-ce qu'on peut le raccourcir. Mais il y a des avancées. Il y a des avancées, oui. C'est très bien. La complexité de la question foncière, elle est davantage complexifiée par le juridisme. C'est ça. Moi, je considère que c'est un juridisme parce que voilà, on a un droit positif qui est souvent plaqué, qui ne fonctionne pas. Pas parce que les communautés ne savent pas, parce qu'elles n'en veulent pas. Oui, c'est l'acceptation sociale. Voilà, c'est l'acceptation compliquée. Et la question des inégalités également, je pense qu'elle ne peut être intéressante que quand elle est prise de façon intégrale. C'est ça. Donc, prenant en compte les jeux de pouvoir à l'intérieur de la communauté féminine. C'est ça. Alors, je me tourne vers Geneviève. Alors, plusieurs études socio-anthropologiques, tu en as parlé tout à l'heure, sur le maintien et la perpétuation des savoirs locaux qui ont été quand même assez documentés par plusieurs études socio-anthropologiques, en tout cas dans le domaine de l'agriculture. Alors, comment la sociologie peut-elle aider à valoriser ce capital immatériel dans une perspective de transition agroécologique? Merci pour la question. Moi, celle-ci est haute. La deuxième. Je dis pas tout le On dirait que c'est à moi qu'on réserve les questions, non? Je ne sais pas pourquoi. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, les travaux en socio-anthropologie, aussi bien celles menées par l'ISRABAM que par d'autres institutions, ont aujourd'hui assez largement montré que les femmes sont en quelque sorte les gardiennes d'un patrimoine, en tout cas de savoir agricole, bon, souvent invisibilisés, comme je dis, mais qui sont quand même fondamentaux. Et quand on parle de ce patrimoine de savoir agricole, il concerne principalement d'abord la conservation des semences, la gestion des pratiques alimentaires, je pense que je les ai cités tantôt, la transmission des pratiques agricoles, la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, bon, je pense à citer tout à l'heure un exemple, c'est le travail fait par Dr Alphaba, secrétaire d'État aux coopératives sur les femmes gardiennes, en tout cas de ce patrimoine-là, donc des semences. Et quand on regarde un peu les travaux en agroécologie, ils insistent sur le fait que ces savoirs sont essentiels, en tout cas pour la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique. Et il y a les travaux d'un sociologue agronome à la fois, très connu, Miguel Altieri, qui en tout cas postule que l'agroécologie repose largement sur les connaissances accumulées par les communautés paysannes sur leurs écosystèmes locaux. Donc vous voyez en quoi en tout cas ces savoirs que les femmes détiennent sont importants quand on parle de transition agroécologique. Et maintenant, pour venir à la question, quel apport la sociologie peut avoir? Je pense que la sociologie peut avoir plusieurs apports. Je vais peut-être en citer 2 ou 3. Le premier, c'est d'abord de rendre visibles ces savoirs à travers la recherche et la documentation scientifique. C'est important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui ont déjà initié en tout cas ce travail-là, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense que ça fait 2 ou 3 années, j'avais travaillé dans un projet avec la FAO dans le parc national du Djoudj autour d'une ressource négligée, le nénuphar, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ou en tout cas ne savent pas les vertus, ou bien en tout cas ne savent même pas que c'est une ressource comestible, une ressource alimentaire. Et à chaque fois, les femmes nous disaient, écoutez, on vous raconte des choses, mais n'écrivez pas tout, parce qu'une fois que les hommes auront accès à ces secrets-là, ils vont commencer à s'intéresser au nénuphar, alors que le nénuphar nous appartient. Donc, c'est important, bien sûr, en tout cas, de s'intéresser davantage à ces ressources. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un travail qui est déjà fait, mais c'est souvent concentré, à mon avis, sur la conservation des semences, ou surtout, en tout cas, les cultures
les plus grandes cultures. On a des cultures négligées telles que par exemple le nénuphar, comme j'ai dit tantôt. Aujourd'hui, quand on regarde la littérature, moi je travaille sur un papier là-dessus, mais quand on regarde la littérature, on ne retrouve rien, en tout cas en termes d'approche d'études des sciences sociales sur ces savoirs-là. Quand on écoute le discours des femmes, ils nous disent que ça a des vertus thérapeutiques. En tout cas, on lui attribue beaucoup de vertus liées à la fertilité, à la fécondité, entre autres. Et au-delà de rendre visible à travers la documentation et la recherche, il est important aussi que la sociologie contribue à analyser les rapports sociaux qui déterminent la reconnaissance ou l'invisibilité de ces savoirs. Il est important de savoir comment cela est structuré. L'exemple que j'ai donné, je pense, tantôt autour de nénuphar est assez parlant. Mais il est important que la sociologie aussi appuie dans le passage à l'action, en contribuant à intégrer ces savoirs dans les politiques agricoles, mais également dans les dispositifs d'innovation. Et pour finir, je dirais juste que c'est important ce dernier point, dans la mesure où, quand on parle de transition agroécologique, on a tendance à parler d'innovation technique, à parler que de pratiques agricoles. Alors que la transition agroécologique ne repose pas que sur des innovations techniques. Elle repose également sur des innovations culturelles, des innovations institutionnelles, des innovations sociales. Et nous, je pense qu'à l'ISRABAM, on est convaincus sur ce fait. Et depuis quelques années, on travaille à accompagner dans différents territoires au Sénégal, en tout cas des innovations de type social, de type organisationnel, qui soutiennent cette transition agroécologique et dans lesquelles les femmes sont en tout cas des actrices centrales. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse riche. Effectivement, continuer à documenter la recherche sur ces savoirs-là et surtout accompagner le passage à l'action. Et ça, c'est ce qui est le plus dur pour nous chercheurs. C'est très difficile. Et je pense il y a besoin en tout cas de renforcer les capacités de la recherche au-delà des connaissances produites. Comment est-ce que ça peut permettre le passage à l'action? Alors, Maïmouna, ça va être ma dernière question au panel. Alors, Maïmouna, elle est là, elle a une double casquette, parce qu'Enda a une double casquette. Il y a Enda Prona, mais il y a la DITAES. La DITAES, c'est la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, qui est un réseau vaste dans lequel nous tous on se retrouve, mais quand même porté par pratiquement Enda. Donc, au niveau de la DITAES, on sait également qu'elle a porté plusieurs fois la contribution des acteurs à la base pour comment influencer les politiques publiques. Ça fait 5 ans que la DITAES travaille sur ça. On sait également que le genre est traité comme un sujet transversal, tu l'as dit tout à l'heure, mais dans tous les documents de positionnement de la DITAES, ça revient de façon très transversale, que ce soit sur la fertilité, sur l'accès aux terres, l'accès aux engrais, etc. Quelle place spécifique les revendications des femmes occupent-elles dans votre dialogue avec l'État en tant que DITAES? Et voilà, quelle stratégie de rupture la DITAES propose-t-elle? Merci. Merci, Astou, pour cette question essentielle. Ça ne marche pas. Merci pour cette question essentielle. Concernant la transition agroécologique, le genre n'est pas seulement un thème parmi d'autres. C'est une question considérée parmi les dimensions de la transition agroécologique. Déjà, les principes sur lesquels on travaille de la FAO, le principe 10 sur l'équité est un des guides d'action de la DITAES. Et donc, le genre est déjà pris en compte dans les travaux de la DITAES, mais aussi si on essaye d'aller vers les territoires à travers les DITAEL. On essaye toujours d'avoir une représentation des femmes. On travaille avec les organisations à la base et particulièrement les réseaux des femmes. Et ce travail-là, à travers une approche participative et inclusive, permet de prendre en compte les priorités des femmes dans les politiques de développement. Et les priorités évoquées, on en a parlé tout à l'heure, il y a déjà la sécurisation foncière, l'accès aux ressources productives et au marché, mais aussi la reconnaissance des connaissances endogènes agroécologiques portées par les femmes. Il y a aussi une autre priorité, je pense que quelqu'un en a parlé, c'est
la représentation quantitative, mais aussi qualitative des femmes dans les instances de décision. Et justement, sur cette représentation qualitative-là, le terrain a montré qu'au-delà de l'aspect social, les femmes sont limitées par un problème de leadership. Aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de prendre cet exemple. J'ai eu la chance de participer à une réunion de conseil municipal où il y avait les conseillers hommes, conseillères femmes. Mais en termes de participation sur les réflexions, en termes de participation sur les prises de décision, les femmes sont un peu limitées par l'aspect socio-culturel qui leur parfois empêche d'agir, si je peux le dire comme ça. Et donc, dans nos principes d'action, on essaye de travailler sur ça. Comment? En allouant nos actions avec des mécanismes et outils de gestion. Je peux prendre l'exemple de la classe d'alphabétisation fonctionnelle qui va leur permettre d'acquérir des compétences et connaissances en écriture, en calcul, mais aussi de travailler sur le leadership là et la prise de décision. Au-delà de ça aussi, on travaille à collaborer l'art, la culture et l'agroécologie pour que leurs préoccupations puissent être prises en compte dans les politiques nationales de développement. Il y a aussi il y a aussi le travail qui est effectué, je le disais tantôt, avec les femmes rurales. Et ça démontre même que les femmes sont les acteurs clés de cette transition agroécologique-là. Et les réflexions qui sont émanant du monde rural sont portées techniquement par les femmes qui sont au cœur de cette transition agroécologique-là et qui portent les initiatives agroécologiques. Donc je pense que je peux, oui, c'est ce que j'avais à dire. Merci Maïmouna. Si tu veux, je te rajoute un point. La DITAES s'est battue parce qu'il y a l'État du Sénégal qui a octroyé des subventions, qui a subventionné l'engrais organique. Donc la DITAES s'est battue pour qu'il y ait un quota pour les femmes agricultrices. Et ça, c'est une grande... Bon, merci en tout cas. Voilà, on arrive au terme de cette discussion, vous avez vu, riche, croisée, où les expertises des unes et des autres se complètent sur ces enjeux-là. Je vais ouvrir la discussion à la salle. Si vous avez des commentaires à tout ce que vous avez entendu ou des questions, on va les prendre. Il est midi, mais je pense qu'on peut se donner quelques minutes de discussion avant de clôturer ce panel. Nous montre que les pesanteurs socioculturels, les normes sociales constituent les principaux freins à l'accès des femmes à la terre. Et certains vont dire qu'au-delà de cela, alors que c'est lié, donc c'est pour ça que moi je me limite aux facteurs socioculturels, aux normes de genre, l'accès au crédit, l'accès à la formation, à l'information. Tous ces accès-là sont déterminés en réalité par ces normes de genre-là. Donc ce sont ces normes qui freinent l'accès des femmes à la terre. Maintenant, on a aussi vu une chose sur le terrain, c'est que, et ça ça rejoint ce que disait aussi Geneviève, les normes sociales ne sont pas figées, les normes peuvent évoluer. Et quand les projets surtout mettent en place des stratégies de négociation, comme on l'a testé un peu dans le Nyombato, où on accompagne et les hommes et les femmes, ça peut aussi aider en tout cas à assouplir ces normes-là, ou bien la perception qu'on a de ces normes, ou en tout cas l'application. Quand il y a aussi un accompagnement financier, parfois ça peut aussi aider. Il y a un chef de village qui nous avait dit dans les Niayes, donnez-moi de l'argent, je donne des terres à toutes ces femmes-là. Donc c'est pour dire aussi que on fait, pour moi, on instrumentalise souvent les normes de genre. Quand ça arrange, et surtout les hommes, quand ça les arrange, on convoque automatiquement les normes de genre. Voilà, pour ne pas être longue à ça. Merci. Oumou, est-ce que quelqu'un d'autre du panel voudrait rajouter quelque chose pour réagir à cette question? Non? Dans la salle? Non. Elle a dit l'essentiel. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui?
Il y a alors Moussa Sall. Gardienne des Moussa Sall, je vis parce que c'est un collègue. Gardienne des savoirs locaux. C'est juste pour nous montrer qu'il s'est connecté. Moussa, alors, quel levier pour une diffusion à grande échelle au service de la souveraineté? Oui. Alors, je me tourne vers Geneviève. Oui. Quel levier pour une diffusion à grande échelle au service de la souveraineté? Voilà. En fait, elle dit gardienne des savoirs locaux. Oui, je pense Voilà. que c'est relatif peut-être à mon intervention sur le fait que les femmes étaient gardiennes, en tout cas, d'un patrimoine de savoir agricole. Je disais que je pense que sa question est relative à ce que je disais par rapport au fait que les femmes étaient, en quelque sorte, en tout cas c'est ce que la littérature a montré, qu'elles étaient des gardiennes des savoirs agricoles et à travers plusieurs aspects que j'ai eu à citer ici. Maintenant, c'est la question de savoir quels sont les leviers pour une diffusion à grande échelle au service de la souveraineté. Je pense, bon, je vais juste revenir peut-être sur ce que j'avais proposé, c'est déjà de les rendre visibles. Parce que sans visibilité, on ne peut même pas parler de mise à l'échelle. Il faudrait d'abord les rendre visibles, il faut les documenter. Et cela passe bien sûr par la recherche scientifique. Et comme Asto est revenu là-dessus, et je l'avais annoncé, il ne s'agit pas juste de les rendre visibles, il ne s'agit pas juste de déterminer, d'analyser en fait les rapports sociaux qui en déterminent l'invisibilité ou la reconnaissance, mais c'est aussi de faire un passage à l'action. Donc il faudrait que cela soit déjà pris en compte dans les politiques agricoles, que cela soit pris en compte dans les dispositifs d'animation, que ces savoirs soient valorisés. Je pense qu'il faut d'abord, déjà, ce passage à l'échelle soit réussi, et c'est un défi qui se pose. C'est une chose de documenter, c'est une chose d'étudier, c'est une chose de reconnaître, mais c'en est une autre de les appliquer. Donc il faudrait, à mon avis, qu'on réussisse d'abord ce passage à l'action avant de penser même à un passage à l'échelle. C'est juste ce que je voulais dire. Oui, merci. Moi, je peux rajouter, c'est peut-être une question d'institutionnalisation. Parce que effectivement, on a beaucoup de constats implicites, etc. Donc la recherche fait ce qu'elle sait faire dans son domaine. Il y a besoin qu'au-delà de ces acteurs de recherche qui s'intéressent à cette question, que d'autres acteurs puissent ancrer ces besoins-là dans une pratique et dans un projet politique, un projet de société, voilà, pour parler ainsi. Est-ce que... Et cela va passer naturellement par le dialogue, le plaidoyer. C'est important ce qu'elle vient de dire. Il faudrait que cela soit approprié également par l'ensemble des acteurs du système alimentaire, pas que par la recherche. Oui, et puis même sur cette question, sur les savoirs locaux, il y a quelque chose d'assez compliqué parce qu'on est en situation d'hybridation de savoir. Et là, voilà, c'est difficile de démêler ce qui est locaux de ce qui... Et voilà, c'est les savoirs scientifiques, en fait. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, madame, deux questions, donc on commence par... Docteur, ouais. Par rapport aux normes de genre dont vous avez parlé tout à l'heure, en fait, je vois que ça se reflète aussi dans la répartition des cultures. Je prends l'exemple. Les hommes investissent généralement les cultures traditionnelles, donc qui occupent les espaces les plus importants. Alors que les femmes sont en marge, donc voilà, elles sont dans l'agriculture, même si elles ne font pas les seules, parce que les hommes aussi sont sur le terrain, mais elles sont plus dans le maraîchage. Et donc, ce sont des qui occupent des terres, on va dire, les terres, les surfaces les plus petites. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous, parce que moi je suis historienne, hein, depuis peu je m'intéresse à cette question foncière. J'ai travaillé par exemple en ce qui concerne l'accès collectif d'un petit groupement de femmes à Touabiala, donc avec la ferme des 4 chemins, je crois que vous devez connaître. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous qui êtes sur le terrain, travailler avec les groupements de femmes pour qu'elles investissent plutôt ces cultures traditionnelles pour avoir accès aussi à ces terres, voilà, pour ne pas rester dans la machine. Maïmouna, je te laisse répondre à cette question. J'attribue les questions comme ça, je ne suis pas démocrate. Merci. Il y a aussi, c'est vrai par rapport à ces cultures-là, mais comme on l'a dit tantôt, la question de l'accès aux fonciers, ce n'est pas une question juridique, mais plutôt sociale. Mais il y a aussi
cet aspect-là d'habitude alimentaire qui se pose. Il y a l'habitude alimentaire qui se pose, mais aussi le besoin de pouvoir vendre, c'est-à-dire produire et vendre. Par exemple, sur le terrain, on arrive à trouver des productions où la culture fait que ça ne se vend pas. Mais c'est carrément destiné à la culture vivrière. On n'arrive pas à trouver l'explication claire pourquoi ces cultures ne peuvent pas être destinées à des cultures de rente. Donc je pense que ce sont en tout cas des études approfondies qui doivent être menées par rapport à ces questions-là. Mais au-delà de ce besoin d'adopter ces cultures, il y a l'accès au foncier déjà qui se pose, mais le besoin d'avoir une activité génératrice de revenus, en tout cas pour le ménage. Oui, effectivement, tu veux rajouter quelque chose à ça? Oui, je veux juste rajouter le fait que les femmes ne sont pas totalement absentes de ces cultures majeures. Elles sont là, mais elles constituent en quelque sorte une main-d'œuvre. Elles n'ont pas un contrôle. En fait, elles ne participent pas forcément à la prise de décision quant à l'utilisation en fait des revenus ou en tout cas des produits issus de ces cultures-là. Et pour ces cultures, la majeure partie, c'est aussi des cultures vivrières. Par exemple, le mil. Si on va dans certaines zones comme les zones serrées, le mil n'est pas destiné à produire de la rente, à produire des revenus. C'est pour la subsistance de la famille. C'est surtout aussi l'arachide. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas des actrices vraiment absentes de ces cultures. Mais si elles veulent générer des revenus pour elles-mêmes, c'est en ce moment qu'elles se consacrent à des cultures comme le maraîchage, la riziculture dans les bas-fonds ou bien le nénuphar. Mais dans les cultures majeures, elles sont là, mais elles n'ont pas ce pouvoir de décision-là, malheureusement. Oui, elles n'ont pas ce pouvoir de décision parce que c'est une question de distribution de rôles sociaux. Oui, il y a le rôle social de pourvoir aux besoins de la famille de consommation, c'est incombe à l'homme. Et dans la famille, la culture du mil, qui est dans beaucoup de communautés une culture d'autoconsommation, et de la responsabilité de l'homme. Donc maintenant, il y a des évolutions. Aujourd'hui, le maïs, la fête promesse est dirigée par une dame. Oui. Voilà, donc Nima Diaïté, voilà, vous la connaissez. Ça bouge un peu dans les territoires. Quand on va dans le sud, le riz est cultivé par les femmes dans les faros, même si certaines tâches sont assurées par des hommes. Il s'agit vraiment de ce qui a été dit depuis le début, de distribution de rôles sociaux qui déteint sur la distribution des ressources, etc., qui bougent aujourd'hui pour diverses raisons. Les rentes. Les rentes, quand on distingue dans les familles agricoles les cultures d'autoconsommation et les cultures de rente. Quand on arrive dans les familles, la rente, c'est une affaire individuelle. Oui, c'est ça. Donc, c'est le fils du producteur qui fait de l'arachide, c'est pour sa poche. Et difficilement, une femme peut accéder à cela, pour avoir sa propre rente. Voilà. Je vous laisse rajouter. Oui, je laisse finir. Voilà, c'était juste un point par rapport à ce que viennent de dire Geneviève et Astou par rapport à cette question. Alors, la volonté, cette question de partir des cultures maraîchères vers les grandes cultures, ce n'est pas seulement une question de volonté. Il y a derrière cette question d'accès, de contrôle des terres. Les ressources. Les femmes, elles veulent s'activer dans les grandes cultures. Mais les critères, en tout cas, d'octroi de ces terres ne sont pas toujours en faveur de ces femmes. Et c'est justement pour ça qu'ils sont plus orientés dans le maraîchage que dans le... Mais non, le travail qui doit se faire derrière, c'est de retravailler ces critères d'octroi pour permettre en tout cas à ces femmes-là de mieux s'activer dans les grandes cultures parce qu'elles sont de femmes d'âme et on l'a démontré. Il y a des femmes qui sont dans les grandes cultures et qui sont reconnues dans ces cultures-là comme des leaders dans ces spéculations. En tout cas, revoir une façon de retravailler ces critères d'octroi de ces terres-là pour que ces femmes-là puissent en tout cas se faire un transfert vers les cultures de rente. Astou, je voulais ajouter. Oui, Maïmouna. Juste ajouter une dernière chose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une différence aussi entre l'accès et le contrôle. Si on essaye d'analyser en termes d'accès, vous allez retrouver les femmes. Mais en termes de contrôle, elles sont absentes. Nous avons fait une étude à ENDA sur l'accès des femmes au foncier dans la vallée du fleuve Sénégal et aussi dans la zone des Niayes. Et on a essayé un peu de travailler sur la répartition sexuelle des femmes et des hommes sur la chaîne de valeur.
Et il se trouve que pour le maillon production, on retrouve pratiquement les hommes. Et c'est là-bas où se contrôle la terre. Les femmes, sur les grandes cultures-là, on les retrouve justement à la récolte, à la commercialisation, à la transformation. Donc, vous voyez un peu les contraintes qui sont liées par rapport à ça. Merci. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, mais très rapidement, en fait, c'était, je pense qu'on l'a dit, c'est pas une question de choix, mais c'est une question d'accès aux ressources. Mais ce que je voulais surtout rajouter, et c'est par rapport à cette approche-là, chaîne de valeur. Moi, je me méfie toujours quand on dit il faut les pousser, parce que j'ai eu l'expérience avec le programme Nathan Bay de l'USAID, où à un moment donné, avec l'OEA, l'indice d'autonomisation des femmes dans l'agriculture, quand on a fait l'évaluation, à un moment donné, comment ça s'appelle, l'USAID a demandé, en tout cas dans le cas, on a demandé qu'il y ait plus de femmes, 10% supplémentaires, dans le maillon production. Et donc, on l'a vu avec les réseaux qu'ils avaient mis en place. Mais ce qui s'est passé, en fait, sur le terrain, les hommes ont rajouté les 10%. Mais c'était que des prête-noms. Voilà, je me rappelle, j'espère qu'il n'a pas de parents ici, le président du réseau de Mbirkilan, voilà, il avait plus de 10%, mais on s'est rendu compte que ses épouses, ses filles, ses nièces, et pire, parce que les femmes n'ont pas accès à la terre, les groupements de femmes qui étaient dans la production de semences de mil et le maraîchage, à un moment donné, elles ont abandonné. Et ça aussi, malheureusement, moi je suis une qualitativiste convaincue. J'ai eu ce débat-là, on me disait, oui, il n'y a pas de données chiffrées qui le prouvent. Mais j'ai dit, mais les propos de ces femmes-là qui me disaient, si on nous pousse à la production, et notamment les spéculations, certaines spéculations, le coût de la production est plus important. Parce qu'on n'a pas de terre, on va louer des terres. On n'a pas de main-d'œuvre, on va payer la main-d'œuvre. On a un accès secondaire au matériel, et ça aussi on l'a vu. On cultive d'abord les terres des hommes et ensuite des femmes. Donc tout ça fait que, en fait, nous pousser dans le maillon production n'a pas de sens. Et il faut essayer d'accompagner les femmes là où elles ont la possibilité de se développer, et notamment dans la transformation et la commercialisation. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas vraiment pousser quoi. Il faut accompagner les femmes à faire ce qu'elles ont envie de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on a ici une question et puis 2 questions en ligne. Merci. Je peux poser des questions bêtes? Oui. J'ai le droit? Il n'y a pas de questions bêtes. Tellement. J'ai appris beaucoup de choses, je l'avoue, mais là, c'est Madame Dou qui en a parlé. L'eau productive, c'est quoi? C'est l'eau de pluie, l'eau du robinet, l'eau du fleuve. Tu vas y répondre. Et deuxième question, mais rapide, en tant que vous avez évoqué, ça c'est Madame John, la question, quand vous avez travaillé sur le pacte du Djoudj et la question des nénuphars, en tant que chercheuse, des femmes vous disent oui, il y a ça, mais il ne faut pas dire ça, sinon quand les hommes vont apprendre, on va moins en bénéficier. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les suivez ou qu'est-ce que vous faites en fait? Parce que c'est un dilemme, non? Oui, c'est un dilemme, c'est clair. Finda, sur l'eau productive. Voilà, je vais répondre par une réponse bête comme la question. Donc l'eau productive, c'est une eau qui sert à produire. Donc une eau qui a de la qualité et qui permet en tout cas de sortir avec des rendements, de l'utiliser dans la production agricole sans qu'il y ait vraiment des impacts néfastes sur les cultures. Donc globalement, c'est une définition. Oui, en fait, on la distingue de la boisson, voilà, de l'eau qu'on boit. Donc de l'eau de la boisson et puis de l'eau qui est utilisée peut-être pour des usines, etc. C'est l'eau d'irrigation et c'est l'eau pluviale pour la pluie. Alors, Geneviève. Ah, ok. La question sur le nénuphar, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense que ça dépend de la casquette qu'on porte. En tant que chercheur, on a besoin de documenter. On a besoin de documenter tout ce qu'on écrit. Et donc, c'est important pour nous d'écrire en tout cas ce que les femmes nous disent. Mais l'avantage, je pense, dans le cadre de ce projet, c'est que ce n'était pas un projet de recherche pure, fondamentale. C'était un projet porté par la FAO. Et l'idée que la FAO avait déjà, c'était de renforcer en fait la place, le rôle des femmes dans cette filière déjà, qui était entièrement contrôlée par les femmes, de la production à la commercialisation, passant par la transformation, entre autres. Donc,
dans les recommandations des rapports, c'est clair. Comment faire pour davantage renforcer les femmes, comment faire pour davantage les mieux positionner, en tout cas dans cette filière, sans pour autant qu'elles perdent en tout cas le rôle premier. Mais en tant que chercheurs, nous, notre rôle a été juste de documenter et de rendre De répondre tout cela à ta visible. question de recherche. De répondre à ma question de recherche, c'est ça. Merci Geneviève. On a 2 questions en ligne. Alors, une première, quelles sont les perspectives pour renforcer la participation des femmes dans la gouvernance de l'eau productive et assurer leur autonomisation dans la gestion des ressources en eau? Pinda. Oh. Je relis la question. Madame O. Mais c'est... Quelles sont les perspectives pour renforcer la participation des femmes dans la gouvernance de l'eau agricole et comment assurer leur autonomisation dans la gestion des ressources en eau? Tu l'as déjà dit, tu vas te répéter. C'est comme je l'avais dit tantôt, hein, leur permettre de participer à ces instances, de participer à ces instances de décision. Parce que les périmètres irrigués sont structurés par des normes sociales, des hiérarchies territoriales, et c'est souvent des comités d'usage, des unions hydrauliques, où les hommes sont les leads, qui dominent en tout cas dans les prises de décision. C'est ces hommes-là qui ont un pouvoir d'influence sur les aménagements qui vont être faits, sur la localisation des infrastructures. Et on le constate d'ailleurs dans la configuration de nos systèmes agricoles, où les aménagements ou les infrastructures sont concentrés dans des zones qui sont plus en faveur des hommes. Où aujourd'hui, on a des zones où l'accès aux points d'eau ou au système d'irrigation dépend de l'appartenance à une communauté, dépend à du droit foncier. Donc, insister en tout cas la participation de ces femmes-là dans ces instances de décision permet en quelque sorte d'avoir un contrôle sur ces infrastructures hydrauliques, leur faciliter l'accès à l'eau, leur accompagner dans ce sens-là, en tout cas pour plus de productivité et leur permettre plus d'autonomie économique de ces femmes-là. Merci. Oui, vas-y. Je vais juste peut-être rappeler quelque chose qui a déjà été dit par les copanélistes. Au-delà de leur faire participer, il faudrait les renforcer les capacités. Parce que c'est une chose d'être là, de participer, mais c'est une autre chose de participer de façon active. Et comme Maïmouna l'a dit, il est important de renforcer le leadership, leur capacité de prise de décision, mais aussi de les initier, de les former sur les réglementations, les législations, en tout cas qu'elles soient mieux éclairées pour pouvoir contribuer de façon qualitative, de façon significative à cette prise de décision. On a une dernière question. Oui. Ici, c'est qui? Je ne vois pas. Ah, elle veut ajouter, mais non, oui. Sur l'aspect surtout organisationnel, je voulais juste prendre l'exemple de ENDA. Partout où nous réalisons des infrastructures hydrauliques, un comité de gestion de l'eau est mis en place. Et nous nous assurons que les femmes soient impliquées. Et dans certaines zones même, ce sont les femmes qui assurent la présidence du comité de gestion. Oui. Très bien. Merci Maïmouna. On a une question, oui, monsieur. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Je salue l'initiative du directeur Aliba pour l'organisation de ce panel. Je salue la présence de Dr Geneviève John, que j'ai retrouvé à New York avec l'UPA et qui travaille vraiment, qui fait un excellent travail sur le terrain. Bon, ma question c'est de savoir, parce qu'hier j'ai assisté à une conférence du professeur Isaac Yankorodjaï qui faisait une petite conférence au Mesri. Et il a dit qu'il avait animé une conférence sur le droit au service de la répression des femmes au Sénégal. Et moi je pense que, parce que ce sont les étudiantes qui ont organisé ce débat pour qu'ils puissent un peu expliquer comment le droit a servi les femmes au Sénégal. Le droit. Est-ce que vous avez des initiatives pour avoir des offensives vraiment pour modifier la loi au Sénégal? Parce que moi je pense que le problème de tout ce que vous venez de dire là, tout ça, le point commun, c'est que on a servi les femmes et on utilise quoi? La loi coutumière ou la loi islamique. Et je sens que, bon, parfois j'aime un peu provoquer, on ne parle pas de l'islam, mais l'islam, aujourd'hui, ça a servi les femmes, quoi qu'on puisse dire, tout ce que vous venez de dire là, sur les terres qu'on octroie, sur l'héritage même, parce que moi je connais des cas, le papa est mort avec beaucoup de terres, mais quand on a distribué, la femme a une partie, là où l'homme a deux. Est-ce que l'offensive n'est pas aussi de vraiment devenir une guerre avec cette norme un peu
très compliqué à changer parce que c'est l'islam, c'est très compliqué, c'est vraiment un terrain miné. Il faut y aller, mais vraiment, on perd beaucoup de plumes parce que c'est très compliqué. Mais est-ce que pour avoir vraiment des solutions pour les femmes, il ne faut pas être radical? Parce que la radicalité aussi, c'est étymologiquement radical, c'est aller à la racine des choses. Est-ce qu'il ne faut pas aller à la racine des choses pour trouver des problèmes durables, des solutions durables plutôt? Merci beaucoup. Je voudrais, cette question-là, je voudrais inviter les panélistes à dire leur dernier mot en répondant à cette question. D'accord. Mais avant cela, si vous permettez, hein, donc chacun va dire ce qu'elle pense de cette question. Je la trouve assez provocatrice. Très provocatrice. Il y a une question, donc vous réfléchissez en attendant. Il y a une question de Mame Diarra Fall. Selon vos expériences, quels exemples de coopératives ou initiatives réussies montrent que l'accès des femmes à la terre améliore la productivité agricole? Mais ça, c'est un sujet de thèse. C'est ça que je l'ai dit. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais... Ah, c'est Mame Diarra. Ah oui. Tu vas le faire, elle va l'utiliser pour son sujet de thèse, comme elle vient de soutenir son mémoire. Oui, mais là, elle est en train de commencer ses enquêtes. Répondre à une question comme ça. Ce qu'on sait, si vous permettez, j'y réponds. Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs initiatives collectives aujourd'hui au Sénégal pour accompagner les femmes à l'accès aux ressources globalement, pas que la terre. Et on nous l'a dit tout à l'heure. Le constat est que les femmes n'accèdent à ces ressources-là que quand c'est collectif. C'est à analyser. Donc individuellement, elles ont du mal à exister et à avoir des droits. Quand elles se retrouvent en collectivité, c'est moins compliqué pour les hommes de leur octroyer quelques espaces de droit. C'est ça qui est retrouvé. Maintenant, la question qu'elle pose, c'est est-ce que cet accès collectif-là, il y a des endroits où ça marche bien en termes d'amélioration de la productivité agricole. Alors, moi, ça, on ne l'a pas mesuré. Parce qu'il faut mesurer l'impact de l'accès à la terre sur la productivité agricole des femmes. Il y a des travaux qui ont été menés, mais pas spécifiquement sur ce sujet. On va te laisser faire ce travail-là. Donc, Mame Diarra, elle est étudiante à l'ISRABAM. Elle vient de finir son mémoire de master et elle veut s'inscrire en thèse. Je pense qu'elle va documenter cette question-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'accès est de plus en plus collectif. Et également, il y a des inégalités géographiques. Entre la vallée du fleuve et Kolda, c'est très différent. Entre ces zones-là et le bassin arachidier, c'est encore très différent. Les situations des femmes ne sont pas les mêmes selon les zones, selon les ressources, selon qu'elles fassent partie de l'élite ou pas. Et ça, c'est des choses à prendre en compte. Alors, on revient à la question de monsieur. Est-ce qu'il faut y aller de façon radicale? Je donne la parole à... Donc, on va faire comme ça. D'accord. Bon. Donc, ce sera le dernier mot, donc on en profite. Voilà. Je pense qu'on va faire... Est-ce que vous fermez vos micros? Oui. Il faut que je... Oui. Je suis d'accord avec lui quand il revient sur l'étymologie de la radicalité. Là, on est d'accord. Maintenant, ce que vous appelez des solutions radicales, je pense qu'on peut avoir des solutions radicales, entre guillemets, sans pour autant être dans la confrontation. Et pour moi, c'est très important. C'est ce qu'on appelle les approches de ne pas nuire, qu'on utilise beaucoup sur le terrain, qu'on applique pour avoir des résultats. C'est des négociations. Moi, je dis toujours que je suis féministe et je le revendique, mais je suis en fait partisane du négoféminisme. J'aime les concepts féministes que je développe dans mes débats universitaires et mes articles scientifiques, mais sur le terrain, j'applique le négoféminisme. Comment faire pour avoir, en tout cas, changer, parce que ce qui nous intéresse, c'est avoir de l'impact sur la vie de ces femmes-là. Donc, comment faire en sorte d'avoir de l'impact sur la vie de ces femmes-là, sans pour autant que nos interventions soient source de conflit, parce que aussi appliquer le genre, et ça on nous l'apprend, ça ne veut pas dire nos projets ne doivent pas être source de conflit, parce qu'on va laisser les femmes dans des situations de violence, créer des situations. Donc on accompagne les femmes, et c'est ce que moi en tout cas j'essaie de théoriser et d'appliquer, c'est qu'on épouse les normes pour essayer de les changer de l'intérieur. Et ce n'est pas à nous de changer, c'est accompagner ces communautés-là à se rendre compte justement du problème et essayer de les accompagner, de leur donner des mécanismes qui leur permettent d'essayer
de changer les choses. Et on l'a testé à Toubacouta, là où on avait un objectif de 100 demandes. On s'est retrouvé avec 700 parce qu'il y a eu un travail de dialogue social qui a été mené par la communauté elle-même autour des femmes, ce qu'on appelle créer des alliances autour des femmes, et c'est les approches transformatrices en genre. Voilà, merci Astou. Merci. Oumou. Finda. Donc voilà, moi je vais plutôt répondre autrement. Parce que radical, c'est quand même un peu lourd pour moi. Ouais. Déjà, la question de genre, c'est une question très sensible. Ouais. Et le peu que nous avons avec les quotas, l'implication des femmes, déjà, ça nous a fallu une guerre pour l'avoir. Ouais. Et je pense qu'il faut, dans ce cas-là, privilégier les négociations, Ouais. le dialogue avec ces acteurs-là pour aboutir à un objectif commun. Ouais. Voilà. Merci. Bon, moi, je vais aller à contresens. Bon, en restant dans la définition qu'il a donnée, que La radicalité, c'est ouais, retourner c'est au ça. racisme, C'est au ça. racisme autant pour moi. Si on se réfère à cette définition-là, je dirais que oui, il faut être radical. Mais tout est dans la manière de l'être. C'est ça. Si l'année dernière, j'ai assisté à une conférence très intéressante animée par la professeure Penambo et une islamiste, une certaine Aïcha, sur le féminisme islamique. Ouais. J'ai tellement appris parce qu'on comprend que les textes, c'est juste une question d'interprétation. C'est ça. Et qui ont été les premiers à interpréter le texte, c'est des hommes. Les hommes. Aussi bien la Bible que le Coran, c'est les hommes. Donc tout est question de retour aux sources, Ouais. de relire ces textes, de se les approprier et de les interpréter. Et sur la question du voile, sur la question de la soumission, cette dame nous a partagé des textes, en tout cas tirés du Coran, très intéressants, qui allaient à contre-courant de ce qu'on nous a appris jusque-là, de ce qu'on entend en tout cas. Donc la religion a été beaucoup instrumentalisée également pour faire du tort aux femmes. Et il faut se on négocie, que les femmes soient présentes, qu'elles fassent en tout cas peser de tout leur poids. Donc il y a ce retour au racisme, mais comme je dis, c'est dans la manière, c'est pas dans la confrontation, mais c'est dans la contribution qualitative. Merci. Alors, Maïmouna. Merci. Astou, je dirais radical, mais en douceur. Pourquoi je dis ça? Parce que dans nos activités d'accompagnement de tous les jours, on essaye d'aller doucement. Et même pour ça, on n'arrive pas parfois à ne pas se faire comprendre. Surtout si on commence à interroger les questions de genre, les questions de femmes là en monde rural. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas terminer l'atelier. Donc radical mais en douceur. Et pour ce qui est des lois juridiques coutumiers, nous saluons les processus de réforme qui sont en cours. Nous avons récemment assisté à la réforme de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique, qui a annoncé la réforme foncière, et nous espérons vraiment que cette réforme foncière-là va prendre en compte toutes les préoccupations des hommes, mais aussi des femmes et des jeunes aussi. Merci beaucoup, Astou. Permettez-moi juste de dire que par rapport à la loi d'orientation agro-silvopastorale, on a été quand même des actrices centrales de cette révision-là. Tout à fait. Et soyez sûrs qu'on n'a pas été totalement neutres aussi. Donc si on a participé, on a fait peser également notre poids. Tout à fait. Toutes les manières. On a sillonné tout le Sénégal ensemble là, avec d'autres collègues pour secouer. Alors, sur cette question, moi je dis une chose. Alors, les femmes ont compris que si radical devient contre-productif, ça ne sert pas. Donc voilà, donc retourner effectivement au racine, c'est fondamental. C'est fondamental, comme elle a dit. Donc les textes ont été interprétés. La première interprétation, elle a été très masculine. Donc on voit la domination donc, qui prévaut encore aujourd'hui. Adi, je te donne la parole. Il a été témoin de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc il peut revenir. Ouais. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le micro est bon? Oui, Okay, oui, c'est bon. Je vais prendre le micro, je pense que ça va être plus simple. Je ne vais pas faire un résumé de ce qui a été dit depuis ce matin.
j'étais témoin, j'étais spectateur, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup pris de notes déjà. Et je suis extrêmement satisfait parce que ce que je voulais, c'était justement que nous ayons une rencontre qui nous permette d'apprendre sur ces questions-là, qui sont des questions importantes, et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Donc je vous remercie infiniment d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté de donner de votre temps et de votre savoir à la communauté. Ça a été filmé, je pense que ça va être mis en ligne. Donc, il va y avoir un effet démultiplicateur de ce que nous faisons ici. Je suis un philosophe, donc je vais commencer par une citation philosophique. Il y a quelque chose de totalement bateau qu'on répète en terminale, c'est la phrase de Platon, « Nul n'est méchant volontairement ». C'est très profond en fait, parce que je pense que l'une des choses qu'on doit arriver à faire comprendre à la société, c'est que l'oppression n'est pas au bénéfice de l'oppresseur. Donc l'oppression est contre-productive pour tout le monde. Si vous êtes méchant, ce n'est pas volontaire, dit Platon, parce que si vous comprenez vraiment la nature de la méchanceté, vous n'allez pas l'être. Et en fait, si vous comprenez vraiment la nature de l'oppression également, vous n'allez pas être un oppresseur, parce que l'oppression est corrosive pour tout le monde, pour la société tout entière. Je pense que ça, il faut qu'on travaille à faire comprendre ça à la communauté. À la communauté, parce que c'est important. C'est la communauté elle-même qui s'améliore. La question de Matar est intéressante, et il est intéressant qu'elle vienne d'un homme. Le problème, c'est que oui, il faut être radical. Mais en fait, pourquoi les femmes le seraient? C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous. Dans cette société-là, c'est nous les oppresseurs. Et si nous estimons que nous sommes conscients qu'il y a une oppression, c'est notre responsabilité d'abord, à nous les hommes, à nous les mâles, d'utiliser le pouvoir que la société nous donne naturellement et de contribuer à l'amélioration de cette société-là en renonçant à une partie de ce pouvoir-là. Je pense que un des problèmes avec l'oppression, c'est que nous pensons que c'est aux oppressés uniquement de se libérer. Je pense qu'il est de la responsabilité de ceux qui font partie de la classe des oppresseurs. Et nous faisons tous partie d'une manière ou d'une autre de la classe des oppresseurs, soit parce que nous sommes des hommes dans une société patriarcale, soit parce que nous sommes des bourgeois dans une société qui est capitaliste, soit parce que. Donc du coup, à chacun de nous de voir quelle est sa responsabilité systémique et de voir comment travailler à améliorer le système pour que la société s'améliore. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce qu'on essaie, c'est ce que j'essaie modestement de faire ici. Je pense cependant, je pense que le savoir, en fait, je suis un enseignant, donc pour moi, le savoir est la chose la plus importante possible, et c'est la seule chose qui peut changer durablement la société. Le fait de produire du savoir et de le disséminer. Je pense que c'est ça qui peut durablement changer la société. Une population éduquée, j'ai l'espoir qu'une population éduquée fera mieux qu'une population qui ne l'est pas. Une population qui est douée d'esprit critique, j'ai l'espoir qu'elle fera mieux qu'une population qui n'est pas douée d'esprit critique. Je pense que Matar a raison sur une chose, c'est que c'est une question politique. Et c'est une question qui demande du courage. Et nous devons tous nous y mettre
pour améliorer la situation de la société dans laquelle nous sommes. Mais en fait, je pense que c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas un seul segment de la population qui est responsable de lutter contre sa propre oppression. C'est tous les segments de la société. Et je pense que nous ne pouvons jamais dire dans un sens ou dans un autre à un segment opprimé que sa manière de lutter n'est pas la bonne. Il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités pour essayer d'améliorer les choses, mais si les personnes qui sont opprimées choisissent de lutter d'une manière ou d'une autre, il ne nous appartient pas à nous de leur dire que cette manière de lutter-là n'est pas la bonne et que telle autre serait meilleure. Nous devons faire ce que nous pouvons faire. Je ne crois pas que j'ai été nommé, par contre, directeur de l'animation culturelle et scientifique pour faire de la politique. Donc, je vais vous redonner la parole pour conclure. Merci beaucoup. Merci Hadi pour ces mots qui ont pris de la licence. C'est très... je dirais que c'est très bien. Voilà, on était enfoncé dans ce qu'on sait faire en tant qu'experte du domaine de l'agriculture, mais son mot nous élève un peu. Effectivement, il s'agit d'oppression. Il s'agit d'oppression et on sait le rôle du savoir et de la prise de conscience que l'individu peut faire de ses capacités à agir et qui sont fondamentales. Effectivement, on a vu, donc moi je vais remercier les panélistes ce matin, donc vous avez été, je dis, à la hauteur, tous les tests ont été réussis. Le test de la complémentarité dès le départ, sur quel levier agir, tous les leviers, en tout cas les leviers les plus fondamentaux qui ressortent sous le temps ont été cités, que ce soit le pouvoir de décision, l'accès à des ressources productives, la reconnaissance sociale du travail des femmes, et ça marche dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, l'énergie, etc., la santé, etc. Donc ça c'est d'emblée, on est d'accord sur cela. Ensuite, quand on rentre dans le sujet de façon beaucoup plus spécifique, on voit l'intérêt qu'il y a à prendre en compte ces besoins d'accompagnement-là et ces besoins de comprendre davantage les inégalités. Les inégalités de genre ne sont pas simplement des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est des inégalités au sein même de la gente féminine, entre élites, etc. Et on le voit partout dans tous les domaines. Effectivement, c'est des choses qu'il faut considérer. C'est des inégalités de géographie, parce que les ressources ne sont pas distribuées de la même manière. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'aménagement du territoire. Et donc, il faut aménager les ressources, aménager le contrôle des décisions, etc. Et tout ça est ressorti. Je ne serai pas une bonne synthèse, voilà, parce que j'ai pris beaucoup de notes, mais de façon très désordonnée. Ce qu'on retient, c'est que malgré un cadre réglementaire, en tout cas sur l'ensemble des droits fonciers, etc., le cadre réglementaire, il est très progressiste, parce qu'il est quand même assez sensible et attentif aux différentes luttes. Mais malgré ça, on a des normes de genre, rappelées tout à l'heure, qui nécessitent qu'on soit radical ou pas, qui limitent l'accès des femmes à tout, donc au pouvoir, au contrôle, etc. Et c'est important également que nous, femmes et tout le monde, qu'on ne regarde pas que du point de vue des contraintes et des obstacles. C'est important également qu'on mesure et qu'on prenne à leur juste valeur les avancées, les évolutions positives et les luttes gagnées par les femmes et les hommes qui les accompagnent et globalement toute la société. Et pour conclure, je dirais qu'heureusement, on a des mécanismes qui sont aujourd'hui testés. Je peux dire que testés. On a beaucoup de mécanismes testés dans tous les domaines qui permettent de réguler, rééquilibrer les droits. Je ne vais pas les citer, ça a été dit par l'ensemble des experts ici, et à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle micro-sociale, etc., à l'échelle méso, quand on est dans des communes où des politiques territoriales se construisent, et à l'échelle macro. Et c'est là où on a besoin encore de faire des efforts. Moi, je vais le dire, je ne suis pas en politique, mais il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts. Quand on regarde le gouvernement actuel, la distribution du pouvoir, etc., on a des femmes dans ce pays qui sont... On est passé de 22% à 13%. On est passé de 22%. Donc il y a une régression qu'il faut noter. Il
faut vraiment, il y a du travail encore à faire de ce point de vue. Voilà, je termine sur ces notes-là et merci à Adi encore. Merci beaucoup de nous avoir associés à cette série de panels. On va essayer d'être là pour les autres panels également, pour suivre. Merci à Oumou, merci Finda, merci Geneviève et Maïmouna. Je dirais à Absa que la prochaine fois, c'est toi que j'invite. Merci beaucoup.